Retour à question d'actualité avec Jean-Philippe Trottier. Alors nous vivions en Occident et au Québec en particulier, dans un monde sécurisé en grande partie prévisible. Les guerres et autres atrocités se passaient loin de chez nous. Nous chantions les vertus de la démocratie paisible. Cette vision idyllique qui repose sans douter sur des bases ambiguës est en train de s'effriter à petite, moyenne ou grande vitesse selon là où on se trouve, face à l'irruption d'un phénomène auquel on est encore bien démuni. Il a pour nom l'intégrisme religieux notamment. Mathieu Bocoté nous dresse un portrait général de la question. Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez écrit un très beau texte qui est sorti ce matin sur votre blog du Journal de Montréal sur l'intégrisme notamment. Et vous le mettez en contexte historique au Québec dans une trame d'à peu près 10 années. Oui. En fait, c'est la découverte progressive des problèmes liés au multiculturalisme comme régime politique ou comme phénomène de société. Le premier élément, donc on a pensé d'abord à partir de 2006 à la crise des accommodements raisonnables. Oui. La crise des accommodements raisonnables, on en a souvent parlé, c'est la révélation dans l'espace public de l'inversion du devoir d'intégration. C'est-à-dire, ce ne sont plus les nouveaux arrivants qui se transforment pour s'intégrer à la société québécoise. C'est la société québécoise qui transforme ses institutions et sa culture pour accommoder les immigrants pour qu'ils conservent leur culture d'origine. Deuxième élément auquel je faisais référence, pardonnez-moi, c'est le débat sur la laïcité 2013-2014. Avec la Charte des valeurs, on cherchait à trouver un point commun. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a de culture commune possible au Québec, au-delà de nos particularismes? Est-ce qu'il est possible de trouver un lieu de rassemblement commun? Ça, c'était le débat sur la laïcité. Je crois que le débat sur l'intégrisme dévoile une troisième facette de ce débat. Y a-t-il des pratiques culturelles ou des rites culturels ou tout simplement des cultures à la rigueur qui sont incompatibles avec la culture québécoise en tant que culture nationale et occidentale? Et que faire? Comment nommer? Comment gérer ce problème? C'est-à-dire ces pratiques culturelles qui cherchent à s'installer ici, mais qui sont manifestement hostiles à la société québécoise, ou à tout le moins profondément étrangères et incompatibles. Donc, que faire devant ces références culturelles incompatibles avec la société d'accueil? Et je pense qu'à travers tout ça, ce qu'on cherche à nommer, justement, c'est la possibilité de refaire un monde commun. Mais je pense que la question de l'intégrisme aujourd'hui, avec toutes les nuances, c'est-à-dire que tous n'y réagissent pas de la même manière, mais on cherche à nommer par là une réalité profonde. On pourrait nous répondre probablement que l'intégrisme, toutes les religions en sont capables. Je pense effectivement que le mot intégrisme aujourd'hui... Dans l'histoire, oui, mais aujourd'hui ça caractérise principalement l'islam radical tel qu'il s'installe un peu partout en Occident. Et l'hindouisme avec une tentation en Inde aussi. Mais l'hindouisme est confiné à l'Inde. Alors, ici, c'est autre chose. Ici, on est dans une dynamique de comment je pourrais dire ça? D'universalité. Oui, ben, c'est-à-dire de volonté d'assurer la visibilité dans l'espace public de pratiques religieuses, de références religieuses qui se veulent explicitement dans une posture de rejet de la société d'accueil. On a parlé récemment de l'imam Shawi, et je pense que c'est l'inquiétude un peu partout. C'est-à-dire aujourd'hui, l'intégrisme, qu'on le veuille ou non, tel qu'on le vit en Occident, marque surtout l'islam radical. Donc on cherche de bien des manières à voir comment réagir à ce phénomène. Évidemment, une partie du système médiatique cherche à faire taire cette réflexion en dénonçant l'islamophobie. Alors taisez-vous. Non, mais vous n'êtes pas cette partie du système médiatique. Ah, pardon. Mais vous êtes tout mêlé, excusez-moi. Mais une partie du système médiatique cherche à censurer cette réflexion en dénonçant l'islamophobie. Me semble-t-il qu'il faut éviter d'assimiler à l'islamophobie toute réflexion sérieuse sur l'intégrisme musulman. Il y a aussi autre chose, Mathieu Bocoté, c'est que nous on parle de ce qui se passe au Québec dans un contexte bien particulier, alors que l'islam radical, si vous voulez, l'islam en général, est en pleine expansion maintenant, au point de vue soit démographique et au point de vue idéologique, ces gens d'affirmation identitaire, si vous voulez. Oui, ce qui fait que eux sont dans une dynamique pluriséculaire, alors que nous, on parle de ce qui se passe aujourd'hui. Ici, il y a deux temporalités qui se rejoignent. J'en ajouterai une troisième, celle de l'Europe occidentale, qui vit ces problèmes-là de manière encore plus grave, encore plus intense. Parce qu'il y a eu des empires, où il y a eu des... Oui, mais c'est aussi tout simplement que le phénomène de l'immigration massive en Europe fait en sorte... Vous savez, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ce ne sont plus seulement des individus qui émigrent. Ce sont des peuples, des cultures, des religions. Or, les sociétés européennes se demandent chacune comment faire, comment intégrer, comment assurer l'intégration culturelle substantielle de ces populations nouvellement arrivées. Est-ce que c'est possible? Comment faire? De quelle manière? Au Québec, la question se pose de manière moins brutale, d'autant que nous ne sommes pas encore à l'heure où, je dirais, sauf exception, nous ne sommes pas encore à l'heure où le terrorisme a frappé de manière
Aveugle? Je dirais plutôt traumatique. Les attentats de Richelieu, l'attentat de Richelieu, ensuite celui d'Ottawa, n'a pas la même portée symbolique que celui contre Charlie Hebdo ou celui du Danemark. Mais ce qui est intéressant, Mathieu Bocoté, c'est que pour revenir à vos 3 étapes en 2006, les accommodements raisonnables, en 2013-14, la laïcité, la Charte des droits et ce qui se passe actuellement, les 2 premières étapes ont fait que le Canada hors Québec, le Canada anglais, rugissait dès que le Québec tentait de faire un petit quick en disant se définir un temps soit peu. Mais comme il y a un attentat qui a frappé à Ottawa et que les mentalités là-bas sont également concernés, pensez-vous que finalement cette critique du multiculturalisme ou cette critique de l'intégrisme qui rentre dans le cheval de Troie multiculturel va trouver finalement des échos au Canada anglais? Je crois que ça en trouvait déjà au Canada anglais. Au Canada anglais, mais dans des bases un petit peu cachées. Maintenant, ça va émerger à la... je crois que c'est au pouvoir en ce moment. On a un débat qui se passe en ce moment. Le gouvernement conservateur veut porter devant la Cour suprême la question de cette dame qui veut prêter son serment de citoyenneté au Canada. Couverte intégralement. En étant intégralement voilée. Et le gouvernement conservateur dit non, pour devenir citoyen canadien, au moins il faut à ce moment-là se dévoiler. Et il y a une première cour qui a donné raison à la femme. Oui, c'est tout juste, il y a quelques jours. Et on a vu Justin Trudeau, héritier en cela du Canada de son père, du Canada de 1982, dire qu'il faut respecter le jugement de la cour, que ça fait partie du droit des minorités. Bon, alors que le gouvernement conservateur nous dit un instant, le serment ennicabé, pour le dire ainsi. Ennicabé. Oui, bien sûr, n'est pas un droit de l'homme. C'est-à-dire, non, c'est un droit de la femme. Non plus d'ailleurs. Et j'ajouterais quelqu'un qui veut se joindre, encore une fois, à un pays, et qui, au moment même de le rejoindre officiellement, en rejette non seulement les valeurs, mais la culture, mais les mœurs, la question qu'on peut se poser, et qu'on se posera de plus en plus, c'est, que vient-elle faire ici? Si tout ce que représente ce pays, elle le rejette de manière aussi ostentatoire. Que vient-elle faire ici? On devine la réponse des multiculturalistes. Ce pays, c'est simplement justement le lieu de libre expression des droits de chacun, et tout ce que nous avons en commun, c'est une charte des droits. Eh bien, ce qu'on découvre, ce qu'on découvre au-delà des cercles habitués à ces questions, c'est qu'un pays n'est pas qu'une charte des droits, et les exemples sont de plus en plus nombreux pour le constater. Mathieu Bocoté, vous êtes sociologue, vous avez un doctorat en sociologie que vous avez eu brillamment il y a 1 an, je pense? 2 ans, je crois. Il y a 2 ans déjà, comme le temps passe. Et les multiculturalistes que vous aimez pas trop, on les trouve dans quelle strate sociale? Dans l'élite ou dans le peuple? Mais dans l'élite, très certainement. C'est-à-dire que le multiculturalisme est un projet qui s'impose du haut au bas, du sommet de la société à la base. Donc une élite qui ne vit pas nécessairement dans des quartiers chauds, des bien quartiers... sûr que non. Je dirais il y a deux tendances dans le multiculturalisme contemporain. D'un côté, il y a ce qu'on pourrait appeler le multiculturalisme propre à la droite libérale, qui sacralise les droits de l'individu, qui veut désubstantialiser l'État parce qu'il ne croit plus aux politiques, qui croit qu'il faut que finalement tous les peuples sont interchangeables dans l'utopie du grand marché planétaire. Tant qu'ils consomment et qu'ils produisent. Oui, toutes les différences sont purement individuelles. Oui, si vous voulez. Et vous avez, mais surtout, d'ailleurs ma thèse de doctorat portait un peu sur cette question, vous avez l'autre frange qui est qui est vraiment la gauche multiculturelle, pour qui fondamentalement l'Occident serait coupable dans son histoire de xénophobie, de racisme systémique, et il devrait faire pénitence aujourd'hui, se délivrer d'une identité maudite, et les minorités ethno-religieuses issues de l'immigration sont considérées comme les porteurs, le groupe social sur lequel asseoir cette critique de toutes les normes culturelles ou civilisationnelles ou historiques en Occident. C'est marrant parce qu'ils utilisent toutes sortes de concepts et tout un substrat culturel dont ils ont hérité, qui est occidental, pour se retourner contre ce substrat. Savez, c'est une histoire qui est celle des années 50 à 80 environ. C'est la quête du nouveau sujet révolutionnaire. C'est-à-dire dans le marxisme historiquement, qui dominait dans la gauche intellectuelle, l'ouvrier était le porteur de la révolution. C'était la figure christique. La figure christique, oui, c'était celui qui devait porter le prolétariat portait la révolution. Nous n'étions rien, donc soyons tous. C'est-à-dire le fait d'être l'exclu radical lui donnait ce droit de porter la révolution. Et toutes les victimes résonnent comme ça maintenant. Voilà, c'est quand on a constaté que le prolétariat ne rêvait pas de jouer à la révolution, mais de s'embourgeoiser, tout simplement, de goûter à la société à laquelle il n'avait pas accès. Il y a une immense
immense déception dans l'extrême gauche, qui s'est ensuite tournée vers des prolétariats de substitution. Donc toutes les minorités ethniques, identitaires, culturelles, sexuelles. appelons ça, oui, sexuelles, donc appelons ça les minorités identitaires en général, à qui on a fait porter la responsabilité de porter la critique, non plus désormais contre le capitalisme, mais contre l'Occident, et plus particulièrement en Occident contre la figure même de la nation, qui était considérée comme ce qui empêchait la diversité d'émerger. Et là, quand on pense à la diversité contemporaine aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un critère pour créer un rapport d'équivalence entre les différentes luttes minoritaires, sacralisées par la gauche radicale, pour faire le procès des sociétés occidentales. Donc, avant d'appartenir à une culture, à une religion, vous êtes d'abord une minorité et c'est votre essence presque d'être minorisé. Oui, et c'est le fait d'être une minorité qui fait en sorte que vous avez droit ou non à votre identité. C'est-à-dire, si vous êtes on le dit souvent, pour la gauche multiculturelle, toutes les identités sont bonnes sauf celle de la majorité. Eh ben, effectivement, c'est que pour elle, l'identité de la majorité est une identité d'oppression, une identité dominatrice. Alors, en un sens, ces gens-là ont besoin d'une majorité pour continuer à pérenniser leur idéologie. Oui, ben, enfin, moi, je crois que c'est fondamentalement si cette majorité disparaît, tout ce discours minoritaire disparaît aussi. Le propre de la gauche radicale, c'est d'avoir besoin toujours d'une société une civilisation à rejeter profondément dans son principe pour conserver une posture, un langage, un style et un réflexe révolutionnaire. Est-ce qu'on fait ça avec l'Église ici ou pas? Je pense que ça se pose autrement ici. C'est-à-dire, l'Église aujourd'hui, c'est une institution vaincue et je pense que c'est par habitude culturelle que nous continuons de nous en méfier ou d'en dire du mal, tout simplement parce qu'on n'a pas ça fait partie du rituel québécois, de l'habitus québécois de se dire, oh, méchante Église, terrible Église. Je pense, cela dit, que le conflit aujourd'hui se porte principalement sur la question de la nation. Et là, on voit cette alliance très particulière, je l'évoquais dans l'espace public, entre d'un côté, Philippe Couillard, par exemple, qui, lui, de la droite néolibérale absolument, c'est-à-dire qui va jusqu'à dire l'intégrisme est un choix personnel. Il s'est pas rétracté un petit peu après? Oui, d'accord, mais il l'a d'abord dit. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il évacue. Pour lui, la culture n'est qu'une perspective personnelle. Oui, un choix personnel. Toi, t'aimes les hot dogs, et puis moi, j'aime Dante, et puis moi, j'aime la culture et voilà, soufie. Donc, c'est une individualisation, une privatisation radicale de la culture. Donc ça, on a ça d'un côté. Puis on a d'ailleurs, de ce point de vue, souvent la droite patronale. Et d'ailleurs, il avait également, en parlant des péquistes comme des radicaux, alors il y avait un genre de glissement sémantique un petit peu... Il a dû expliquer ensuite que la radicalisation islamiste n'était pas la même chose que la radicalisation péquiste. Et là, le débat politique devient complètement déréalisé. Et de l'autre côté, vous avez, donc appelons ça le Parti libéral et sa droite néolibérale. Et de l'autre côté, vous avez, si on veut avoir une image, la tendance Québec solidaire plutôt, qui est cette, si on veut parler politiquement, mais ça se réduit pas à ça, qui est cette gauche qui sacralise le multiculturalisme parce qu'il y voit l'instrument d'émancipation des différentes minorités écrasées par l'Occident tyrannique. Et qu'est-ce qu'on voit? Vous le noterez, chez ces deux groupes, il y a un refus fondamentalement, d'abord de la nation, mais aussi de la souveraineté populaire. Pourquoi? Parce que la souveraineté populaire, derrière le mythe du peuple se gouvernant lui-même, ce serait tout simplement une majorité tyrannique qui imposerait ses normes aux individus ou aux minorités. Mathieu, c'est quand même affligeant de voir que la notion de peuple, la notion de... Je préfère celle de peuple à celle de nation. Je la trouve les deux sont nécessaires. Pour moi, la première est plus organique, si vous voulez, plus métaphysique. La nation est plus politique, si vous voulez. Je trouve ça... Si je venais de Mars, je me dirais, oh tiens, c'est un petit peu affligeant si je crois tout ce que vous dites, Mathieu Bocoté, que fortement... Absolument. Je trouve un petit peu affligeant qu'il n'y ait pas cette réflexion sur la nature, les racines, la nature d'un peuple, l'habitus, l'âme, etc. On dirait que ce sont en politologie moderne et dans les cercles académiques, ce sont des notions, vous me corrigerez si je me trompe, qui sont oblitérées, qui sont évacuées. Vous avez tout à fait raison. La notion de peuple a été liquidée au nom, justement, de la notion de minorité. Et on assiste inversement, mais dans les marges de la science politique ou de la philosophie politique, à une réhabilitation, depuis quelques années, enfin vraiment dans les marges, de la notion de peuple. Je vais vous donner deux exemples, en fait. Un livre récent d'un politologue français, Vincent Coussedière, éloge du populisme même, dit-il. Qu'est-ce que le populisme? C'est un terme qui fondamentalement est déplaisant. Il veut le réhabiliter en disant le populisme, c'est la politique du peuple lorsqu'il se sent dépossédé. Alors il cherche à réhabiliter la notion de peuple et même de populisme, on peut être en désaccord, mais il cherche à réhabiliter la notion de peuple en sciences politiques et Chantal Delsol vient de publier un livre. La philosophe? Oui, Populisme, les demeurés de l'histoire, où elle cherchait aussi à réhabiliter la notion de peuple dans la philosophie politique contemporaine. Donc, vous avez tout à fait raison de dire que dans les sciences sociales, la notion de peuple a été chassée, mais le propre du réel, c'est qu'il revient même quand on veut le chasser. Vous nous
parliez, Mathieu Bock-Côté, des réactions des libéraux à la Couillard et Québec solidaire. Qu'est-ce que je vais vous dire? Est-ce que dans le camp adverse, si vous voulez, bon, le Parti québécois est dans le camp adverse, est-ce qu'il y a une réflexion sur la nation, forcément? Bien sûr. Y en a-t-il une sur le peuple? J'en suis moins convaincu. Je crois que oui. C'est-à-dire... Elle est maladroite ou elle balbutie? La notion de peuple, elle fait peur parce que justement, dès qu'on l'utilise, on risque de se faire accuser de populisme. Ouais, ou de racisme, c'est ça. Mais pensez par exemple à un Bernard Drinville dans le débat sur la Charte des valeurs, qui lui-même rappelait qu'il voulait libérer la parole d'une majorité québécoise malgré la tutelle d'une certaine élite intellectuelle et médiatique qui considère que le peuple n'est pas habilité moralement à parler de ces questions. Parce qu'on dit souvent que le peuple, vous noterez, le peuple n'existe que négativement pour une partie de nos élites intellectuelles. Il n'existe pas sauf s'il existe négativement. Bon. Et un Drainville était conscient de ça. Je pense par ailleurs qu'un Mario Dumont, en 2006-2007, cherchait lui aussi à faire entendre cette voix étouffée de la politique contemporaine. Cela dit, pour être capable de faire surgir le peuple, je pense qu'il faut se débarrasser de toute une série de nuages mentaux qui brouillent la réalité, dissiper un brouillard mental qui nous empêche de voir le peuple parce qu'on ne veut voir aujourd'hui, encore une fois, que des individus ou des minorités. Quand, par exemple, j'entends François Legault dire « nous devons défendre nos valeurs universelles », ou quand le Parti québécois nous dit « on doit aussi nous défendre nos valeurs », je comprends. Quelles sont ces valeurs? Mais voilà, ce que je trouve qu'ils ont de la difficulté à défendre, c'est la notion de culture. La notion d'une culture, c'est-à-dire pas simplement des valeurs universelles, mais aussi une culture propre, des mœurs, un mode d'appartenance à l'histoire, un mode de vie. J'ai l'impression que c'est à quoi référait la notion de peuple, j'ai l'impression que on a de la difficulté aujourd'hui, c'est ce que dit d'ailleurs Chantal Delsol dans son livre récent, à défendre... Qui s'intitule comment déjà? Populisme, les demeurés de l'histoire. Oui. Elle cherche à défendre la notion du particulier. C'est-à-dire, le propre de la politique moderne, c'est toujours aller plus loin vers l'universel, vers l'individu porteur de droits, délié de tout, délié du donné, délié de la nature, délié de sa patrie, délié de sa famille. Et elle nous dit, nous devrions peut-être redécouvrir la notion de particulier. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que le Québec n'est pas le Canada, qui n'est pas les États-Unis, qui n'est pas le Mexique? Donc, redécouvrir la culture et accoupler la citoyenneté à cette culture, à cette identité historique. Et sachant qu'une identité historique et une culture ne sont que des médiations vers l'absolu ou l'universel. Bien évidemment, il ne s'agit pas, le particulier ne doit jamais être absolutisé parce qu'alors il étouffe l'individu, il l'écrase. Mais c'est une médiation indispensable pour lui permettre de s'inscrire dans le monde, et sans cette médiation, l'homme n'est pas plus libre, il est tout simplement pauvre, nu et incapable d'agir. En 30 secondes, Mathieu Bock-Côté, est-ce que cette émergence de l'islam radical et des menaces qu'il pose n'est pas une chance également pour des peuples comme le nôtre ou en Occident de se redéfinir? Parce que la question devient urgente. Je ne dirais pas que c'est une chance. L'occasion. Je dirais que c'est une occasion, très certainement. C'est-à-dire, c'est l'occasion de voir par effet de contraste ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas. Ce n'est pas si simple que ça. Traduire ça politiquement, ça se fait pas très facilement, mais des circonstances vont nous obliger aujourd'hui à redécouvrir la réalité. Puissiez-vous avoir tort. Mathieu Bock-Côté, merci beaucoup. Au grand plaisir.